Quelle est la place des femmes en sciences aujourd'hui? La situation s'est bien sûr améliorée depuis les dernières décennies, mais il reste encore un bout de chemin avant d'atteindre l'équité. Des statistiques montrent qu'il existe un grand écart entre les hommes et les femmes. Entre autres, que les hommes choisissent beaucoup plus de carrières scientifiques que les femmes. L'un des facteurs qui expliquerait cela serait un manque de modèles féminins pour les jeunes filles. Mais ce ne sont pas les modèles qui manquent. J'ai été, lors de ma formation, en contact avec plusieurs femmes chercheurs d'exception. C'est pour mettre toutes ces femmes en valeur qu'un groupe d'étudiants et d'étudiantes du Centre intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi a eu l'idée de mettre sur pied un projet que nous vous présentons aujourd'hui, Lumière sur les femmes en sciences. Afin de vous les faire connaître davantage, nous souhaitons vous présenter des femmes au parcours scientifique remarquable mais souvent méconnu, et pourquoi pas encourager et inspirer les jeunes scientifiques de demain. Dans chaque épisode, nous vous présenterons le portrait de 2 femmes de notre époque ou du passé, en plus de vous présenter une entrevue réalisée avec une chercheure travaillant actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présenterons le portrait de Flossie Wong-Stahl et Barbara McClintock. Mais tout d'abord, William Bourrumeau a reçu en entrevue Catherine Girard, une professeure en microbiologie au département des sciences fondamentales à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour Catherine, merci de participer à l'émission Lumière sur les femmes en sciences. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours scolaire? Avant de devenir professeure ici au département des sciences fondamentales à l'UQAC, j'ai commencé ma carrière académique, si on veut, en faisant un baccalauréat en sciences biologiques à l'Université de Montréal, que j'ai commencé parce que je voulais rentrer en médecine et j'y arrivais pas. Donc, comme beaucoup d'étudiants qui rentrent dans des programmes en bio, c'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans la biologie. Puis très rapidement, je pense au milieu de ma première session, je me suis aperçue que j'avais vraiment sous-estimé, en fait, tout ce que le domaine de la biologie pouvait réceller. Puis je suis devenue complètement accro à mon domaine. J'ai jamais regardé en arrière, en fait, là, dès ma première année en biologie. Puis, j'étais dans un profil microbiologie et écologie. Et puis, j'ai eu la chance, pendant mon premier été de baccalauréat, de participer à un stage, en fait, avec le CRSNG. Et puis, j'ai travaillé pour un homme qui est devenu mon directeur de thèse plus tard, donc une belle rencontre. Et puis, cet homme-là, en fait, il m'a proposé d'aller travailler en Arctique, dans un parc national sur une île déserte au Nunavut, pour travailler sur la photochimie du mercure dans des systèmes d'eau douce. Donc, j'ai dit oui. Et je suis allée, puis ça a débuté, en fait, mon baccalauréat vraiment en grand. J'ai fait 3 étés de recherche pour ce prof-là, avec qui ensuite j'ai commencé un doctorat. Toujours à l'Université de Montréal. J'avais le désir, en commençant un doc, de continuer à travailler en Arctique. J'aimais beaucoup la question du mercure, j'aimais beaucoup le Nord, l'écologie, mais j'étais confrontée au fait que j'étais bienvenue sur un territoire, en fait, sur lequel j'étais visiteur. Et puis, j'avais pas beaucoup de contact, en fait, avec les gens qui m'accueillaient sur ce territoire-là. Puis, j'avais pas nécessairement l'impression que la recherche que je faisais était de leur ressort, que c'était pas eux qui avaient décidé que je viendrais faire ça là. Puis, je trouvais ça un peu étrange. J'avais un malaise. Donc, quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai vraiment développé, en partenariat avec une communauté, un projet de recherche sur une question qui les intéressait. Fait que j'ai commencé à travailler sur le microbiote intestinal chez une communauté inuit au Nunavut, et à savoir comment le microbiote intestinal interagit avec le mercure qui vient avec la diète dans le Nord. Pendant mon doctorat, j'ai eu une bulle, puis je suis allée faire un stage d'1 an au Texas. J'avais envie de chaleur puis de travailler sur autre chose. Donc, j'ai travaillé sur les abeilles et les insecticides pendant 1 an au milieu de mon doctorat. Puis quand j'ai terminé mon doc, j'ai fini à l'Université Laval, où j'ai fait un post-doctorat. Là-bas, j'ai travaillé sur la découverte de nouveaux virus qui s'échappent des glaciers en fonte en Arctique. Et puis maintenant, je suis professeure ici à l'UQAC. Et puis, mon programme de recherche, c'est un peu une culmination de tout ce que j'ai fait pendant mes études. C'est ce que je fais maintenant avec mon équipe. D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à avoir une carrière académique? J'ai toujours beaucoup aimé le milieu universitaire qui vient avec beaucoup de défis, si on veut. Je pense que le défi du financement est très réel, qu'on soit étudiant, qu'on soit chercheur. On est toujours en train de courir après des bourses, après des subventions. Ça vient avec un peu de précarité, c'est certain, de monde universitaire, mais pour moi, la plus grande
qualité, en fait, de ce domaine-là. Puis la raison pour laquelle je suis restée, c'est qu'on a le contrôle absolu sur ce qu'on fait. On a la possibilité d'explorer, d'être archi-créatif, en fait, dans les projets qu'on mène. Ce qui est beaucoup moins possible si on travaille au privé, par exemple, au niveau du gouvernement comme fonctionnaire. Il y a un peu de latitude, mais jamais comme on en retrouve au niveau de la liberté académique dans les universités. Donc, j'ai toujours aimé faire des trucs un petit peu champ gauche, combiner plein de disciplines de recherche différentes. Et puis, je me suis jamais bien trouvée dans une seule boîte. Donc, le milieu académique est vraiment le meilleur, en fait, pour pouvoir explorer toutes ces différentes couleurs-là de la palette. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en tant que femme, en fait, à être une femme pour avoir des subventions ou pour vous faire un chemin dans ce long plan académique? Il y a beaucoup de défis qui sont réservés, disons, aux femmes, aux personnes minoritaires en sciences. Il y en a certaines qui viennent avec le financement, certainement, on le sait. Et les femmes, en général, reçoivent moins de fonds, sont financées moins souvent. Mais il y a plein de facteurs, en fait, qui s'intègrent à ça. Quelque chose auquel moi, je suis confrontée maintenant, c'est dans le langage qu'on emploie, en fait. Les personnes qui sont socialisées comme femmes vont avoir été socialisées à utiliser certains termes préférentiellement pour se décrire, pour décrire les autres, décrire leur travail. Et c'est quelque chose, c'est un biais qui est inconscient chez tout le monde, puis c'est quelque chose sur lequel moi, j'essaie de travailler. Puis une des manières avec lesquelles j'essaie d'appliquer ça, c'est particulièrement quand j'écris des lettres de référence pour des étudiants, par exemple. Je réfléchis beaucoup aux termes qu'on emploie, par exemple, traditionnellement pour décrire des gens qui sont socialisés comme hommes versus socialisés comme femmes. Puis ça, on le voit, il y a de la littérature scientifique très rigoureuse sur cette thématique-là, qu'on va parler souvent des étudiantes comme étant très aidantes, très disponibles, tout ça, alors que chez les hommes, on va plutôt parler de leaders, de fonceurs. Donc, quelque chose que j'essaie d'intégrer à ma pratique, en fait, c'est quand j'écris des lettres, vraiment de m'assurer que je choisis bien les termes pour décrire les personnes à qui je fais une belle référence, pour m'assurer que ça les fait vraiment briller, là, peu importe qu'ils soient hommes ou femmes. Est-ce que vous diriez que dans ce monde de la recherche, être un homme est un avantage pour faire des recherches? Je pense pas. Je pense qu'il y a un privilège certain qui vient avec le fait d'être un homme en recherche, comme c'est vrai dans beaucoup de milieux de travail, en fait. Un des avantages, peut-être, si on veut, des hommes dans le milieu académique ou en sciences, c'est que les hommes ont peut-être l'impression depuis plus longtemps qu'ils sont à leur place, en fait, dans ce milieu. On dit souvent qu'il y a moins de femmes, par exemple, qui se rendent en sciences parce que ça les intéresse moins. Mais c'est faux. C'est juste parce qu'elles n'ont peut-être pas été en contact autant que les hommes quand elles étaient jeunes, par exemple. Donc, il y a plein de manières de contourner ces problèmes-là. On peut penser dans les médias qu'on consomme, dans la participation à des événements comme les expos sciences. Tout ça, c'est toutes des manières de s'assurer que des hommes, des femmes, mais aussi des gens de tous les horizons, des personnes issues des minorités, par exemple, que tout le monde ait accès à découvrir ce que c'est la science, puis qu'après, s'ils sont intéressés, bien, ils peuvent s'y voir à leur tour, dans le fond, dans ce milieu-là. Un autre enjeu, c'est aussi la représentativité au niveau des mentors. Je crois que c'est un enjeu qui est très important. On est peu porté, en fait, à rejoindre un milieu si on s'y reconnaît pas, dans une certaine mesure. Je voudrais certainement pas être la première femme à travailler à un endroit ou être la seule, même s'il a fallu que des pionnières portent ce rôle avant nous. Mais je crois que c'est très important qu'on ait des communautés très diversifiées pour que tout le monde, après, puisse regarder notre département, notre université, notre communauté, puis dire « Ah oui, il y a des gens qui me ressemblent là, donc moi aussi, je pourrais avoir ma place là. » Flossie Wangstall est un exemple de dévotion et d'humilité dans le domaine des sciences. Elle a excellé dans la biologie moléculaire et notamment en virologie, en mettant en lumière la réciprocité entre le virus de l'immunodéficience humaine, donc le VIH, et le sida. Née Yi Ching-Wang le 27 août 1946 à Canton, en Chine, elle suit sa famille qui part s'installer à Hong Kong en 1952. Dans son jeune âge, ses professeurs ont su déceler en elle des qualités intellectuelles pour la science, domaine où elle excellait. Et c'est ainsi qu'à 18 ans, elle quitte Hong Kong et s'inscrit à l'Université de Californie à Los Angeles. C'est en arrivant sur le sol américain qu'elle changea son nom pour Flossie Wangstall. Flossie étant le nom donné au typhon qui frappa Hong Kong quelques jours plus tôt. Après avoir reçu son baccalauréat en sciences à l'âge de 21 ans, elle poursuit son PhD en biologie moléculaire dans cette même université de Californie. Son post-doctorat se termine en 1973 et elle entre ensuite au National Institutes of Health pour étudier la virologie dans la banlieue de Washington, dans le Maryland. Après être devenue chef de la section génétique moléculaire du NIH, son domaine d'expertise s'orienta autour des rétrovirus, dont le VIH fait partie.
Nous sommes alors à la fin des années 1970, début 80, lorsque le virus VIH n'a pas encore été découvert, mais que le sida commence à inquiéter. Les sociétés médicales et autres industries pharmaceutiques commencent à mettre de la pression pour trouver un traitement face à cette maladie encore inconnue. En 1983, Flossie et Robert Gallo, un immunologiste et virologue américain, découvrent ensemble la cause du sida, soit le virus de l'immunodéficience humaine communément appelé VIH. Mais ce qui fait la renommée de Flossie, c'est la réussite du clonage du VIH en 1985. Ceci a permis de comprendre comment le virus faisait pour échapper au système immunitaire et ainsi, de nouvelles techniques de dépistage ont pu commencer à être mises au point. En 1990, elle quitte Los Angeles pour aller à l'Université de Californie à San Diego pour continuer ses recherches sur le VIH et le développement de thérapies génétiques. Elle élabore le deuxième protocole financé par le gouvernement américain dans ces nouvelles thérapies. 12 ans plus tard, soit en 2002, elle prend sa retraite et on lui attribue le titre de professeur émérite pour qu'elle puisse enseigner à l'université. En même temps, elle cofonde une entreprise de biopharmaceutique, Imusol, et en devient vice-directrice. Ce laboratoire a pour expertise la recherche d'un nouveau traitement contre l'hépatite C. Flossie Wangstall décède le 8 juillet 2020 à l'âge de 73 ans à San Diego. On se souviendra d'elle comme d'une femme très appréciée et brillante et ses recherches en immunologie, en virologie ainsi que ses protocoles de dépistage auront laissé leurs traces. L'ensemble de ces recherches a permis de mieux comprendre les mécanismes d'un grand nombre de virus, dont celui du COVID-19. On va plus revenir sur votre rôle en tant que microbiologiste. Un microbiologiste, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la vie microbienne. Donc, les micro-organismes, c'est pas juste des bactéries, c'est pas juste le virus qui cause la COVID-19, c'est un monde très, très riche. Donc, on va parler de micro-organismes qui sont des champignons, par exemple. On a des amibes, des petits protistes, donc des organismes unicellulaires qui vivent partout autour de nous, des virus, des bactéries. Et puis, quand on pense micro-organismes, on a souvent le réflexe de réfléchir à des organismes pathogènes, donc qui nous causent des problèmes de santé, qui nous rendent malades, mais c'est infime minorité des micro-organismes qui causent des soucis de santé aux humains. Donc, c'est moins de 0,001 % des micro-organismes connus qui sont des pathogènes. Et pourtant, tous les autres micro-organismes qui ne sont pas dangereux pour nous sont partout autour de nous et sont super importants. En fait, ils ne sont pas dangereux pour nous, au contraire, ils nous aident beaucoup. Donc moi, j'essaie de lever le voile, en fait, sur cette diversité qui est un peu inconnue. Puis je travaille particulièrement dans le Nord au niveau de la microbiologie de la glace, donc des glaciers, du pergélisol. Puis c'est des habitats qui sont menacés par le réchauffement, par le changement. Donc, c'est une biodiversité, en fait, qui est en voie de disparition. Donc, pour moi, la micro-biodiversité, en fait, a autant de valeur que la macro-biodiversité. C'est très important de protéger les ours polaires, mais moi, je veux qu'on pense aussi aux microbes qu'on va retrouver dans la glace qui sont en voie de disparition. Vous avez mentionné aussi que vous aviez travaillé auprès de certaines communautés autochtones pour savoir leur microbiote par rapport au mercure. Est-ce que aller au sein de ces communautés, ça a été un avantage d'être une femme plutôt qu'un homme et est-ce que communiquer et échanger avec ces autochtones a été quelque chose de plus simple en étant une femme? En tout cas, dans mon expérience très personnelle, qui est très anecdotique, pour moi, c'était un avantage d'être une femme, c'est un avantage d'être jeune, dans le sens où je ressemblais, même si je suis blanche, que je viens du Sud, que la recherche est inscrite dans un contexte colonial très, très fort, particulièrement dans le Nord où moi je travaille, je pense que d'être une jeune femme, en fait, ça m'apportait un avantage. Les gens me faisaient peut-être plus confiance plus rapidement. Aussi, je travaillais sur le microbiote intestinal, donc je ramassais des échantillons de sel. Donc, c'était très drôle. Les gens trouvaient ça comique. La petite blanche qui arrive et qui leur parle de leur caca. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de facteurs qui, ensemble, faisaient en sorte que j'étais bien reçue. Ça a quand même été un choc culturel. On ne sort pas son passeport pour aller en Arctique, mais parce qu'on se dit on reste au pays, mais en fait, c'est un autre monde. Il faut avoir conscience aussi que c'est un monde qui subit les revers du colonialisme qui vient de nous depuis très longtemps. Puis qu'en tant que chercheur du Sud, bien, non seulement on vient du Sud, mais on est chercheur aussi. On a comme un double rôle colonial là-dedans. Puis je pense que d'être bien préparé à ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pu faire
parce que j'ai été socialisée comme femme. Donc, on est plus encouragé à l'empathie, par exemple, à penser à autrui, tu sais, toutes ces petites qualités-là qui sont peut-être plus encouragées chez les jeunes femmes. Je pense que ça, certainement, ça m'a aidée. J'ai fait beaucoup d'introspection dans mon travail pendant que j'étais là-bas, puis après, entre mes voyages. Puis ça, peut-être que ça venait du fait que je suis une femme. Mais je connais certainement des excellents chercheurs, hommes-femmes, qui œuvrent en milieu autochtone. Dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à venir travailler à l'UQAC, à venir enseigner, à venir faire de la recherche ici? Quand j'ai terminé mon postdoctorat, j'ai toujours su que je voulais rester dans le milieu académique. Même si c'est très compétitif, là, avoir un poste de professeur, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui terminent un doctorat, puis il n'y a pas beaucoup de postes après. Donc ça implique d'appliquer sur des postes, de surveiller un peu partout dans le monde, parce que c'est pas dit que ça va être à 100 km de chez toi ou dans ta ville qu'il y a un poste qui va s'afficher. Ça va peut-être être au Kansas ou en France ou en Afrique du Nord, peu importe. Et puis moi, je viens d'une famille militaire, donc j'ai passé mon enfance à déménager. Puis je savais que ça me tentait plus vraiment de déménager. Donc moi, j'avais pas ce désir de mobilité-là, en fait. J'étais à Québec quand j'ai fait mon postdoc, puis j'avais plus envie de plier bagages puis de déménager au bout du monde. Donc quand j'ai vu l'affichage pour le poste à l'UQAC, ça m'a vraiment renversée parce que ma famille, elle vient de la région. Donc pour moi, c'était une manière de me rapprocher de ma famille élargie. Et puis, je connaissais pas beaucoup l'UQAC avant d'y atterrir, mais quand j'ai réalisé que je pouvais travailler dans un département qui était super multidisciplinaire, en fait, là, c'était pas un département de microbio, où moi, je me serais jamais vue vraiment heureuse. C'était un département où il y avait de la biologie, de la chimie, oui, de la génomique, mais aussi de l'éco-conseil. Il y a des gens qui travaillent en écologie aquatique, en écologie des mammifères. C'est tellement éclaté, puis je me suis dit, ah oui, moi, en fait, je suis comme ça. Puis moi, je me voyais à cet endroit-là. De voir aussi qu'il y avait un centre comme le Centre intersectoriel en santé durable qui est super dynamique puis qui rallie justement des gens très différents, des physiothérapeutes, des généticiens, des gens qui travaillent en généalogie, en santé respiratoire. Je me disais, hey, c'est malade, moi je peux me faire un chemin là-dedans aussi puis me trouver une niche pour collaborer avec toutes ces personnes-là. Donc je me sens très, très privilégiée d'avoir été retenue puis maintenant travailler ici. J'ai commencé pendant la pandémie, donc j'ai hâte de découvrir le campus bien vivant avec tous ses étudiants puis toute sa communauté, mais j'aime déjà beaucoup mon nouveau travail. Comment vous envisagez votre futur ici? Très long. J'envisage un long futur ici si tout se passe bien. Moi, j'envisage développer une recherche qui me ressemble. Fait que mon groupe de travail se penche sur ce que moi j'appelle le patrimoine microbien, parce que pour moi, les micro-organismes font partie du patrimoine, que ce soit le patrimoine du territoire, le patrimoine humain. Fait que je veux amener cette nouvelle manière de voir la microbiologie à notre université. Il y a pas beaucoup d'autres gens qui font de la microbiologie uniquement, mettons, ici. Fait que je me dis, c'est un moment parfait, en fait, pour créer ce créneau. Donc, ce que j'espère faire, c'est former une nouvelle mouture de microbiologistes, mais qui ne pensent pas juste à leur labo, à leur pétri, puis qui pensent aux conséquences scientifiques, mais sociales aussi, de qu'est-ce qu'ils font dans leur recherche. Donc, je veux vraiment former des microbiologistes, en fait, conscientisés, puis qui ne pensent pas qu'à la science dans un vacuum. Barbara McClintock est née le 16 juin 1902 à Hartford, dans le Connecticut. Elle est la troisième d'une fratrie de 4 enfants. Ayant un intérêt pour la botanique, elle débute ses études au Cornell College of Agriculture dans l'État de New York, où elle obtint sa licence en 1923. Lors de ses études, elle fit la rencontre de Claude Burton Hitchison, un botaniste généticien, qui lui ouvrit les portes de la génétique. Ce fut une révélation pour elle. Après sa maîtrise en sciences en 1927, elle poursuivit ses études au doctorat en botanique. Au cours de son post-doctorat, elle contribua à la mise sur pied d'un groupe d'études portant sur la cytogenèse du maïs, c'est-à-dire l'étude de la formation et du développement des cellules du maïs. En 1931, elle publie avec Harriet Creighton un article scientifique sur le croisement chromosomique, ou plus connu sous le nom de crossing over. Ce phénomène est la preuve de l'échange de l'information génétique entre les cellules lors de leur division. Durant la même période, elle mit au point des techniques de coloration de l'ADN avec du carmin, un colorant rouge, rendant possible la visualisation des chromosomes avec un microscope. À la suite de ses recherches, elle fut récompensée par de nombreuses bourses postdoctorales qui lui ont permis de continuer à étudier à l'Université du Missouri à Columbia.
C'est en travaillant au California Institute of Technology qu'elle découvrit que les rayons X pouvaient provoquer des mutations au sein de l'ADN. Elle observa alors le phénomène connu sous le nom de Breakage Rejoining Bridge Cycle des chromosomes, ou en français, fusion, rupture et pontage. Ce cycle cause d'importantes mutations dans l'ADN et est responsable de la variégation qui se produit par une mosaïque de couleurs parfois observable sur de nombreuses plantes. Elle quitte le Missouri en 1942 pour Cold Spring Harbor, près de New York. En 1944, Barbara fut la troisième femme à être élue à l'Académie nationale des sciences et en 1945, la première femme présidente de la Genetic Society of America. Elle découvrit par la suite des mécanismes d'expression, de régulation et de mutation de certains gènes qui permettraient d'obtenir les variations de couleurs observables sur les épis de maïs. Ces découvertes permirent de mieux comprendre comment les nombreuses cellules d'un organisme contenant toutes le même ADN pouvaient avoir des fonctions bien distinctes. En 1957, elle reçut des fonds pour poursuivre ses recherches sur le maïs en Amérique du Sud, et c'est 10 ans plus tard, en 1967, qu'elle prit sa retraite. Ce n'est que 30 ans après ses précieuses recherches qu'elle reçut le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1983 pour sa découverte des éléments génétiques mobiles. Elle reçut également de nombreux titres honorifiques pour ses recherches et fut introduite en 1986 au Women's Hall of Fame. Elle mourut le 2 septembre 1992 à l'âge de 90 ans à Huntington, dans l'État de New York. Les travaux de Barbara sont encore utilisés à ce jour dans les programmes de lutte contre le cancer. Vous avez mentionné que vous alliez à la rencontre des communautés autochtones dans le Grand Nord et que vous allez étudier leur microbiote intestinal. Et quelle est l'importance de ces recherches? Pourquoi ces communautés et pourquoi le microbiote intestinal? Ouais, mais ça, c'était mon projet de doctorat, puis j'ai choisi ce projet-là parce que je tripais déjà sur cette nouvelle technologie qui était le séquençage métagénomique. Je trouvais ça vraiment cool. Je me disais, il faut que j'apprenne à faire ça, puis j'ai bien fait mon coup parce que je fais ma carrière de ça maintenant. Mais je voulais que ça soit aligné avec les intérêts de la communauté avec laquelle je travaillais déjà depuis plusieurs années. Donc, c'est au fil de conversations, de discussions, d'échanges, j'ai réalisé que parmi les enjeux qui existaient dans cette communauté-là, il y avait la question, par exemple, de la contamination de la nourriture, que ça, c'est un enjeu qui peut être important dans le Nord. La diète traditionnelle des Inuits, spécifiquement, elle peut être contaminée en mercure. Cela étant dit, elle est très, très bonne pour la santé. Elle est super importante socialement, économiquement. Fait que c'est vraiment une ressource à protéger. Les gens ont toujours des questions là-dessus. Fait que je me suis dit, moi, je peux peut-être répondre à des questions avec mon bagage de connaissances, puis on peut travailler ensemble. Fait que je travaillais vraiment en binôme, en fait, avec une de mes collaboratrices de la communauté avec qui je travaille encore maintenant. Et puis, on faisait des entrevues, par exemple, sur les pratiques alimentaires auprès des gens. Tout ça, on travaillait vraiment en équipe à tout instant. Le microbiote, on en parle de plus en plus. Je pense dans la société, on se rend compte que c'est comme un organe oublié. C'est super important à notre santé. Il nous rend beaucoup de services. Donc, il digère la nourriture avec nous. Il décompose des toxines auxquelles on est exposé. Il y aurait un rôle à jouer sur la santé mentale, par exemple. Donc, c'est très, très, très important pour nous. Puis, on espère beaucoup de choses pour le microbiote, incluant d'utiliser le microbiote dans des approches thérapeutiques. Donc, à savoir, est-ce qu'il va y avoir des retombées thérapeutiques pour ces personnes? On l'espère. C'est incertain, c'est pas garanti certainement, mais au moins on a une chance maintenant qu'on sait de quoi leur microbiote a l'air. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le lien entre la COVID et puis le microbiote des voies respiratoires? Ce qu'on sait, c'est qu'on a des voies respiratoires qui sont colonisées par des micro-organismes qui sont des symbiontes, si on veut, donc des organismes qui vivent là, qui n'ont pas nécessairement de problèmes, qui nous rendent des services, donc qui sont sains, mais qui vont être différents d'individu en individu, selon avec qui est-ce qu'on vit, est-ce qu'on fait beaucoup de sport, est-ce qu'on fume la cigarette, est-ce qu'on travaille à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, il y a plein de variables qui vont affecter ce microbiote-là. Donc, on se questionne à savoir, est-ce que la composition de notre microbiote nasopharyngé, donc dans les voies respiratoires, pourrait affecter notre réponse à la COVID-19. Il y a beaucoup de questions ouvertes encore. Donc, nous, le projet qu'on est en train de mener en ce moment, c'est d'essayer de déterminer est-ce qu'on peut faire des liens entre le microbiote d'une personne et s'il est positif ou négatif à la COVID-19 et à l'intensité des symptômes que la personne a développés. Donc, c'est des recherches qui sont en cours, qui sont très excitantes, puis on espère pouvoir contribuer, mettre la main à la pâte, en fait, là, puis donner un coup de main aux efforts de recherche sur la COVID.
Comment on fait pour acquérir un sujet ou alors développer certaines pistes pour la recherche? Il y a 2 catégories de chercheurs, là. Il y a ceux qui pensent toujours à leur recherche, qui sont consumés, puis qui ont toujours des nouvelles idées, tout ça, qui y pensent en déjeunant, qui y pensent couchés dans leur lit. Moi, je suis pas comme ça. Je suis plus dans l'autre catégorie, qui vient avec son lot d'inquiétudes occasionnelles. Des fois, je me dis, j'aurais plus jamais d'idées. Mon Dieu, comment je vais faire pour créer des nouveaux projets? Je suis pas originale. Je pense que tout le monde vit un peu ce sentiment d'imposture à l'occasion dans son travail. Mais je pense que les idées en recherche, ils viennent beaucoup, en tout cas pour moi, ils viennent de mes contacts avec les autres. Donc, de travailler avec des chercheurs dans mon domaine, mais aussi dans des disciplines différentes, puis d'être confronté, en fait, à des systèmes de pensée différents, à des approches différentes, à des hypothèses auxquelles moi, je suis peut-être un petit peu moins familière. Moi, ça vient vraiment avec ces échanges-là. Le nombre de projets, en fait, que j'ai créés parce que je croisais un chercheur dans le Nord, mettons, puis en buvant notre café le matin, on parle « Hey, on pourrait faire ça serait fou hein, si on réussissait à le faire. » Puis là, oups, on trouve les moyens du bord, puis on arrive à créer un projet, puis à ce que ça se passe. Puis moi, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à trouver mon créneau. Donc, créer des projets de recherche qui sont originaux, qui sont novateurs, puis auxquels moi, j'ai du plaisir à travailler, puis que je suis capable d'embarquer des gens qui pensent comme moi. Même si vous êtes encore sur une jeune carrière, quelle est selon vous la chose dont vous êtes le plus fier d'avoir accompli pendant votre carrière de scientifique? Je pense qu'en tant que chercheur, ce qui me rend le plus fier, c'est le fait que je suis dans une science dure, si on veut. Je fais du séquençage microbiologique. Je suis vraiment dans du plutôt fondamental, mais que j'ai réussi à monter mon programme de recherche dans un contexte qui est à échelle humaine, en fait. Je travaille avec des gens, je travaille en collaboration avec des gens, incluant avec des communautés autochtones, des relations que je construis depuis 15 ans maintenant. Puis je pense que c'est la réalisation de laquelle je suis plus fière, d'avoir réussi à faire ce que je voulais dans ma carrière académique, mais dans un contexte dans lequel je me respecte, je respecte les gens avec qui je travaille. Et puis que je suis capable, en fait, de mailler cette science, en fait, à des enjeux personnels. Ça peut sembler super fondamental, le séquençage microbiologique, tout ça, mais ça peut être utile pour des gens, puis moi, je veux aller vers ces gens-là puis leur dire, moi, je peux faire ça pour vous. Quelles questions vous avez? Comment est-ce que moi, je peux vous aider dans vos enjeux? C'est une réalisation de laquelle je suis très fière, ces partenariats-là, que je suis constamment en train de réévaluer, puis de me rechallenger, puis de m'assurer que ce que je fais contribue vraiment à quelque chose qui va faire avancer la science, avancer la société. Mais ce maillage, en fait, de la science dure avec ce que je fais dans le Nord, je pense que c'est la chose de laquelle je suis la plus fière. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, d'avoir participé à cette émission, à cette interview Lumière sur les femmes en sciences. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur dans vos projets et dans votre longue carrière qui se dessine. Merci beaucoup, William.